Nous voilà arrivés à la dernière étape, dernière vidéo sur la persistance au sein de l'Active Directory, les grandes techniques. Il y en a d'autres, à vous de creuser, à vous d'aller voir les blogs, à vous de vous renseigner encore une fois. Mais on va voir la persistance via les objets de stratégie de groupe, donc les GPO. Donc la persistance via les objets de stratégie de groupe, euh, maintenant, à mon avis, vous êtes quand même, si vous avez vu toutes mes vidéos, vous avez compris les bases, hein, la théorie sur les objets de stratégie de groupe basée sur toutes les différentes techniques d'énumération, d'attaque et d'exploitation. Hein, je sais plus, ça doit être la 14e ou la 15e vidéo. Je les renommerai, je vous ferai d'ailleurs une playlist dédiée, hein, Active Directory. Je vais voir ça, je vais voir comment je mets ça en forme. J'attends juste, il nous reste une dernière série que j'avais oubliée sur le pivot qui venait en partie 3. Je m'en excuse, je sais pas, il y a eu des couacs sur Try Hack Me, j'avais pas vu qu'il y avait ce module, du coup je l'ai sauté. Hein. Mais voilà, s'il y a 6 modules, si je vous dis pas de bêtises, bah voilà, ils seront quasiment tous faits. Il me reste plus que faire le pivot après cette vidéo. Donc voilà, je pense que vous avez bien compris. Les objets de stratégie de groupe sont excellents pour déployer également la persistance, puisque c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les gestions en stratégie de groupe dans l'Active Directory, elles fournissent un mécanisme central pour gérer la configuration de stratégie locale de tous les ordinateurs qui sont joints à un domaine. Cela inclut la configuration telle que l'appartenance à des groupes restreints, la configuration du pare-feu, le multimédia et les scripts qui s'exécutent au démarrage. Donc bien qu'il s'agisse d'un excellent outil de gestion, il peut être naturellement ciblé par les attaquants pour déployer de la persistance sur l'ensemble du domaine. Ce qui est encore pire, c'est que l'attaquant peut souvent cacher l'objet de stratégie de groupe de telle sorte qu'il devient impossible de le supprimer. Donc encore une fois, on va jouer à cache-cache. Vous l'avez compris avec la dernière vidéo sur l'imbrication, sur les poupées russes, Matroshka. Donc persistance à l'échelle du domaine. Comment on peut faire quelques techniques courantes, en tout cas, hein, des objets de stratégie de groupe, les GPO. Appartenance restreinte au groupe, ça pourrait nous permettre un accès administratif à tous les autres du domaine et déploiement du script à l'ouverture de session. Cela garantit que nous obtenons un rappel, un callback hein, vers notre river shell chaque fois qu'un utilisateur s'authentifie auprès d'un hôte du domaine. Donc vous imaginez bien que c'est extrêmement puissant. Donc il existe hein, beaucoup de façons de faire tout ça. Donc il y a plusieurs façons hein, de faire tout ça et de déployer ce qu'on appelle des hooks, hein, des crochets pour rester agrippé, arrimé au système, hein, si je dois faire des métaphores. Donc voilà, les bases, c'est comprendre comment jouer avec les objets de stratégie de groupe, les GPO, pour avoir toujours plus de crochets hein, à vos arsenals. Je vous ai dit, on se base pas que sur une technique, on va multiplier les techniques. Comme ça, si on en dégage une, on en découvre une, il m'en reste une deuxième, une troisième, une quatrième, etc., etc. Donc, on va voir la deuxième partie, notamment déploiement du script d'ouverture de session, comment ça fonctionne. Donc c'est bien d'avoir accès à toutes les machines, tous les autres. Mais c'est quoi? C'est encore mieux. C'est quoi? On peut faire le nécessaire pour veiller à qu'on ait accès aux dites machines quand les administrateurs travaillent dessus activement. Donc on va créer un objet de stratégie de groupe lié à l'unité d'organisation admin qui va nous permettre d'obtenir un shell sur un node à chaque fois que l'un d'eux s'authentifie auprès d'un autre. Donc on va voir ça ensemble. On va se créer un payload avec MSF Venom. En fait, ce qu'il faut qu'on fasse tout d'abord, c'est créer l'objet de stratégie de groupe. Donc on va créer un shell, on va avoir notre listener, on va pousser un fichier bat et ça va venir exécuter notre shell. D'accord? Donc, on va générer notre shell exécutable. Hein. On va prendre un payload de base, on va prendre du meter-preter en 64 bits. On va utiliser un reverse TCP classique. On va se focaliser sur notre hôte et on va ouvrir un port aléatoire que vous voulez et créer un binaire exé malicieux. MSF, Venom, d'accord, qu'est-ce qu'il nous faut? La plateforme, et la plateforme, c'est Windows, je veux du x64, un interpréteur en reverse TCP, d'accord?
Alors, il me faut quoi? C'est là que je fasse pas de bêtises. Je ne me trompe pas à chaque fois. C'est mon adresse IP. De là. Ensuite, elle porte. Euh, bah alors, on prend ce qu'on veut. Je vais prendre le 4445 parce qu'il est déjà utilisé par défaut par Metasploit. Euh, on va changer, hein, parce que je pense que la plupart, ouais, même la plupart des gens vont prendre le 4444. Donc nous, on va prendre le 4499. D'accord? J'ai pas envie que, quoi, qu'il y ait quelqu'un qui utilise le même port que moi. Vous l'avez compris? On est plusieurs à faire le lab. Donc en sortie, on veut quoi? Un exe. Et on va l'appeler comment? Ben, je vais l'appeler Toto de la pierre underscore shell.exe. D'accord? Puisque si je l'appelle shell.exe, tout le monde va l'appeler shell.exe. J'ai pas envie d'écraser le shell des autres. Alors, pourquoi apprendre le batch, hein, et apprendre à faire des fichiers par lot? Parce que le batch est généralement plus stable, même s'il est plus vieux, je sais, que le PowerShell. D'accord? Donc le PowerShell, c'est très bien. On peut faire des choses bien plus complexes, mais généralement, les batchs, donc les fichiers .bat, sont, les scripts bat sont plus stables. D'accord? Donc on va s'en créer un. Le but, en fait, c'est d'en créer un qui va copier notre exécutable sur l'autre et l'exécuter une fois que l'utilisateur s'authentifie. D'accord? Alors, on va rentrer nos commandes. Je vais en créer un à la main, on va pas se prendre la tête. Mais Toto le hacker, donc on va faire un sudo touch. Je vais créer un fichier qui s'appelle totolehacker.bat. D'accord, ls. Voilà, il est là. Maintenant, on va écrire dedans sudo nano toto. Pourquoi il veut pas? Il a pas les droits. On va lui donner les droits s'il les a. Pas de merde alors. Alors, on va lui dire copier. On veut copier. Qu'est-ce qu'on veut? On attaque la machine. Sur za Yacme.loc. On va taper notre sysvol, hein, vous commencez à le connaître. Dans le script, tout simplement, c'est à cet endroit-là qu'on a quoi? Les scripts de démarrage. Et je veux quoi? Qu'il exécute Toto le hacker. Ah, .exe. T2. On a quoi? TMP. Je sais que j'ai les droits en écriture là-dedans. Donc on risque de déployer. Bah, c'est là-dedans qu'on va déployer notre shell. D'accord? C'est un exemple. C'est pas un endroit très discret. Encore une fois, c'est juste un exemple. À vous d'utiliser vos méninges pour faire plus intelligent. Alors, je veux juste vérifier. Ouais, j'ai fait encore une bêtise. Je me distrais. Toto le hacker underscore shell. On l'a appelé. Ça, c'est pas mal. Donc, on va chaîner hein, les commandes. On va passer un timeout. On va lui laisser un timeout de 20 secondes avant d'exécuter le binaire. Et dans TMP, on a quoi? On a auto le hacker.exe qui s'exécute au final. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On chaîne trois commandes. C'est un script BAT ultra simple. Qu'est-ce qu'on fait? On copie d'abord notre payload dans the log 6 vol the dans script, en fait, techniquement. Ensuite, enregistré dans TMP, d'accord? On lui met un timeout et au bout de 20 secondes, il exécute dans TMP Toto le hacker. D'accord? Donc on transfère, on enregistre un endroit précis, timeout de 20 secondes, exécution de la charge utile. D'accord? Donc voilà. Et puis oui, hein, ça copie le binaire du répertoire 6 volts sur la machine locale. Donc vous voyez comment on déploie à partir de 6 volts sur la machine locale, on attend 20 secondes et on exécute le binaire. Donc on peut utiliser SCP hein, qui nous permet de copier hein, tout simplement via le SSH. On a les informations d'identification de l'admin qu'on avait volées dans les précédentes vidéos. Donc on ne va pas s'emmerder, on va copier les deux scripts sur le répertoire 6 volts grâce à SCP.
Regarde la syntaxe, za try acme.log 6 vol za try acme.log script. Total hacker, c'est le point. Ça m'a l'air bon. Timeout T20, ouais, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux transférer. Alors, SCP, je veux transférer quoi? On va commencer par notre shell. Toto, le hacker, shell.exe. Alors, Versa, euh, administrateur, il veut se connecter à cache MDC. Alors, en séparateur, on veut c'est le point. Là, on passe en mode Windows, donc c'est inversé. C'est les joies du Windows. On veut écrire dans quoi? Dans 6 vol. Attention à la casse. Là, c'est en majuscule. C'est important. 6 vol. On a vu ça. By Acme. Donc ça, c'est l'adresse que j'ai mis dans mon script. Voilà. Et c'est dans scripts. D'accord. On referme. Ah oui. Erreur de ma part. C'est pas 6vol.za, c'est slash. Ok. Donc on a poussé les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lancer notre auditeur. Je veux. Donc j'ai dit quoi? J'ai pris un port barbare en plus. J'ai pris le port 94,99. Parfait. Sudo. Alors, on va se lancer. MSF console. Alors, on pourrait faire euh, dans le menu, hein, vous savez, je vous ai montré, vous pouvez faire un one-liner. Alors, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous connaissez, ça sera pas compliqué. Si vous débutez, il vaut mieux chercher avec l'autocompression dans le menu, hein, pour pas faire de faute. Fin de l'instruction, je veux un multi-handler. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? Eh ben, définir le payload. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un meter prêteur 64 bits. Donc, je reprends exactement la même chose que j'ai pris quoi? Que j'ai pris là-haut. Je peux même le copier. On a l'exploit, il attend la communication, c'est notre auditeur, notre listener. Fail est lost? Pourquoi fail est lost? Ah oui, il n'y a pas d'égal. Je me distrais. Autant pour moi. Voilà, on a le handler. Mais c'est pas sur 444, hein. Bah oui, il a pas pris l'autre non plus. Ok. Et 7, port, elle port sur 4499. 4499, ok. Donc là, on est bien. Ça y est. Donc on a notre auditeur, MSF console qui est opérationnel. Il faut maintenant, vous l'avez compris, créer un objet de stratégie de groupe qui va faire en sorte que quoi? Eh ben, qu'à chaque fois que l'administrateur se connecte, on récupère automatiquement la main si jamais on était déconnecté. Je suis en console root, mais je sais pas si c'est lui qui l'a lancé. Alors, maintenant qu'on est dans notre console, on a développé Forêt, on va sur le domaine et on va dans Admin. D'accord? C'est ça qui nous intéresse. Et là, on va commencer à développer notre GPO Custo. Donc, bien que nous puissions techniquement écrire notre contenu dans la stratégie de domaine par défaut, hein, ce qui va se propager à tous les objets, on adoptera une approche plus étroite pour cet exemple. Hein, on ne va pas modifier à l'ensemble du domaine, on va juste le faire là pour que ça soit bon. Euh, mais bien que dans les faits, hein, c'est ici qu'il faudrait travailler. Donc nous, pour pas foutre le bordel et faciliter la tâche, hein, aux gens qui font le CTF. Sinon, bah, vous avez bien compris, dès que quelqu'un va se connecter et fait le lab, ça va donner les droits automatiquement à partir du moment où l'utilisateur aura installé ses scripts. Donc ça va mâcher le travail aux étudiants qui veulent apprendre. Donc là, on va se focaliser sur la partie admin, d'accord? Mais je vais vous montrer comment on peut forcer pour nous la stratégie de groupe, d'accord?
Donc là, il faut qu'on applique les modifications. On va écrire un objet de stratégie de groupe qui va être appliqué à tous les administrateurs et il faut travailler dans notre OU, hein, notre unité organisationnelle. Nous, ce qu'on veut techniquement, c'est s'ajouter une GPO qui va venir pousser nos scripts au démarrage et à l'arrêt de la machine. D'accord? New, voilà, je vais être GPO, je veux dire, je pense. Voilà. Donc là, j'ai ma GPO. D'accord? Donc on a l'inheritance, on a la délégation, je vous montrerai plus tard. Pour l'instant, on va aller sur ma GPO et on va l'éditer. Alors, on va aller là-dedans. Alors, nous, c'est computers, pardon, configurations, policies, s'il veut bien, Windows settings, si je dis pas de bêtises. On va voir script. Voilà, on va dans script au démarrage. On va lui donner notre script hein, qu'on a poussé dans sysvol. Donc on fait un naviguer, on retourne à la base. Dans sysvol, on a policies, on a script. On va prendre Toto, le hacker, c'est le bat qui nous intéresse. C'est lui qui va lancer le bazar. D'accord? On apply. Ok, merci, au revoir. Shutdown, même chose. Pardon. Add, browse, that track me, script, totolhacker.bat, open, ok, apply, ok. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que je peux aller là-dessus et faire un enforce, hein. En gros, forcer, activer. Donc là, vous voyez qu'il y a le petit cadenas avec ça. Techniquement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que c'est ma stratégie qui est forcée, hein. Si jamais il y a une police qui est conflictuelle, hein, une police de sécurité, une politique qui va à l'encontre de ça, hein, je peux m'assurer que ma GPO a la priorité, même si l'équipe bleue essaye de mettre un bâton dans les roues. Imaginons qu'elle a écrit une politique, d'accord, globale et la mienne est locale. Hein, imaginons, hein, je vous donne un exemple. Ça, en théorie, supprimerait mes modifications, d'accord? Parce que eux, ils font une GPO globale qui est au-dessus, hein, c'est ce principe d'arborescence. Là, je peux dire, je m'en fous, dans admin, Toto le hacker, elle est verrouillée, grosso modo, et elle prend le pas sur le reste des politiques de sécurité. Donc maintenant, ils peuvent essayer de supprimer mes modifications. Là, ça va leur mettre encore une fois des bâtons dans les roues. Donc maintenant, on a notre script bat qui va venir se charger tout simplement à l'arrêt et au redémarrage de l'ensemble des machines. À chaque fois qu'un des administrateurs niveau quoi 0, 1, 2 va se connecter à une machine, je vais récupérer quoi la main sur mon river shell. D'accord? Donc ça c'est tout bénef. Il attend la communication sur le 4499. Maintenant, vous avez bien compris que, encore une fois, pour pas perturber les autres utilisateurs, on va simuler, hein, on va réinitialiser le mot de passe des comptes d'administrateur de niveau 1 et on va s'authentifier, je sais pas, sur THM serveur 1 ou 2 hein, en RDP pour simuler l'action d'un des admins. Là, en l'occurrence, niveau 1, mais ça pourrait être niveau 2 ou niveau 0. Et on va pouvoir récupérer la main en faisant ça. Donc là, je me suis connecté au 201, c'était HM Server 1. J'ai simulé encore une fois la connexion. Maintenant que j'ai modifié la GPO, je fais partie des groupes. On va dire yes. On va agrandir. Donc là, j'ai ouvert la session. Donc je dois créer un événement d'ouverture de session pour que l'objet de stratégie de groupe s'exécute. En fait, si vous venez de fermer la session RDP, hein, ça n'effectue qu'une déconnexion. Ça signifie qu'il déclenchera pas l'objet de stratégie de groupe. Alors, pour ce faire proprement et pour déclencher le truc, il faut faire un sign out. D'accord? Donc c'est pas quitter là, c'est ici, enfin sur le petit bonhomme. Voilà. Donc là, je fais mon sign out. 20 secondes plus tard, on avait mis, je crois, ouais, c'était à 20 secondes. Ça lance le bat, ça va copier
matrixer et l'exécuter avec les droits si tout se passe bien. Voilà. Donc vous avez de la persistance. La personne se déconnecte, ça ouvre la backdoor. La personne se connecte à n'importe quelle machine, ça ouvre la backdoor. Peu importe quel utilisateur, tous les admins, 0, 1, 2, tous les niveaux, sur toutes les machines du contrôleur qui sont rattachés au contrôleur de domaine, je gère maintenant tout le domaine et j'ai mon listener. Je peux installer, j'ai ma persistance. Hein. Donc vous voyez via les GPO. Donc ça, c'est efficace. Hein. On est dans le système et je sais pas qui on est. On fait, je suis quoi, je suis en interpréteur là. Un get system, on va voir. Ouais, je crois que c'est bon. Pour les sessions, les stations, en WinLogon, get privs, mais je crois que j'en ai pas besoin. Ouais, ça y est, j'ai tout. Donc, je suis Dieu dans la machine. NT Authority System. Le niveau le plus haut. Voilà. Donc, vous voyez la violence du truc, vraiment. Ça rigole pas. Pour vous rafraîchir la mémoire, qu'est-ce qu'on vient de faire? On a bidouillé, ok, un script de batch qui appelait notre payload. Le payload, c'était un exe. On a vu comment on l'a placé. Mais pour le placer, il faut créer une GPO. Et cette GPO, comment on peut la créer? Avec les composants fichables, vous vous rappelez? Ça, il faut bien le retenir, c'est les GPM. D'accord? Vous pouvez gérer les GPO grâce au Group Policy Management. Gestion des politiques de sécurité du groupe. Ça gère les GPO, les Group Policy Object. D'accord? Les objets sont rangés au sein de et administrables via le GPM. Les GPO, c'est la vie, hein. Les GPM permettent de gérer les GPO, je vous le disais. Pareil, on a des sous-catégories hein, qui permettent de donner l'accès hein, aux utilisateurs et aux groupes à l'accès aux groupes locaux sur les machines, sur les autres. Et c'est ce qu'on appelle les restricted groups, hein, les groupes restreints. Et ensuite, n'oubliez pas que pour modifier les autorisations de sécurité dont disposent les utilisateurs et les groupes sur l'objet de stratégie de groupe, c'est la délégation. C'est ce qu'on va faire. C'est la dernière fils de puterie. Quand on installe de la persistance, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon ami Remina et on a vu qu'on a ma GPO qui a une force. Mais vous l'avez bien compris que je peux me cacher à la vue de tous. Alors, dernière étape, pour mettre encore plus de bâtons dans les roues de l'équipe bleue et qu'elle puisse pas supprimer notre persistance, qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer, on va revenir sur notre... Je vais sur ma stratégie et on voit qu'on a plusieurs onglets. Et le plus intéressant, c'est de voir, on voit que là, on a les droits au niveau de la délégation. D'accord? On va dégager tout le monde. On va dégager tout le monde, même moi. D'accord? Système, ça dégage. Comme ça, ils pourront pas modifier, tout simplement, ma règle. Ça va être encore plus compliqué. Donc, vous voyez que maintenant, il n'y a plus personne. On a dégagé tout le monde dans la délégation. Et voilà. C'est une force. Et on voit qu'il n'y a plus personne au niveau des security filtering. D'accord? Donc, on voit que c'est opérationnel, on a dégagé tout le monde. Alors là, on a un script, vous vous rappelez, un qui ouvre notre backdoor. On a un script de session, d'ouverture de session, de clôture de session. Mais si j'avais pas ça, à la limite, j'utilisais une autre persistance, je pourrais limite dégager aussi, comme je viens de faire, tous les utilisateurs authentifiés. D'accord? Théoriquement, les utilisateurs authentifiés, ils doivent au moins avoir la possibilité de lire la stratégie. Mais ça veut dire que s'ils peuvent la lire, ils peuvent savoir ce que j'ai mis dans ma stratégie. Donc, si cette persistance se base pas sur un script, comme on vient de le faire avec notre GPO, là, j'ai terminé le CTF, je vous ai montré qu'on peut tout effacer. Même moi, je ne peux plus modifier la GPO.
Vous vous rendez compte du bordel? Donc ça me permet de m'assurer que cette autorisation, ils l'ont plus. Personne est en mesure de lire ma politique de sécurité qui est là, et moi non plus, je peux plus le faire parce que je me suis supprimé de la délégation. Donc il n'y a plus personne sur le contrôleur de domaine qui est capable de modifier la GPO. Alors, on pourrait remplacer les utilisateurs authentifiés par des ordinateurs de domaine aussi, pour s'assurer que les ordinateurs peuvent toujours lire et appliquer la stratégie. Et on pourrait empêcher à l'inverse tout utilisateur de lire la stratégie. Ça peut être marrant. Donc ça, c'est la dernière étape. Soyez sûr d'avoir un shell, hein, parce que après, bah, l'utilisateur pourra pas lire, hein, de script PowerShell ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a fait, il n'y a plus de retour en arrière. Donc on va rafraîchir un peu. On voit que ça a bien gardé les réglages. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux taper domaine, computers, maintenant que j'ai viré tout le monde. Je vais faire un petit check name. Ok. Domaine computers. On va le mettre en read permission pour être sûr. Vous voyez. Edit settings. Vous voyez. Je peux choisir. T'inquiète. On va te laisser modifier. Du coup, je peux dégager. Voilà. Et là, vous voyez que de facto, ça saute. J'ai une erreur. C'est exactement ce qu'on veut créer. Et qu'est-ce qui se passe? Inaccessible. Et là, c'est le summum de la fils de puterie. Vous avez verrouillé la GPO, mais c'est vraiment très très sale. Mm. Donc, vous voyez que là, on vient de s'assurer que même avec le plus haut niveau d'autorisation, l'équipe bleue sera pas en mesure de supprimer notre GPO de groupe, à moins qu'elle usurpe l'identité du compte d'ordinateur d'un contrôleur de domaine. Donc, vous comprenez bien que cela rend très difficile de découvrir d'abord, et même s'il découvre le GPO, enfin la GPO, il est incroyablement difficile à supprimer, hein. On n'a même plus les autorisations requises pour interagir avec la politique. Il faudrait donc faire une réinitialisation totale du réseau au niveau du contrôleur de domaine, et vous avez bien compris que c'est extrêmement violent. Donc à partir de là, bah voilà, ça y est, hein, vous êtes, je peux, la GPO est faite, donc là je suis sur le 248 et avec mon compte, après je peux aller n'importe où, quoi. Donc on a notre porte dérobée, qu'est-ce que je vais lui dire? On va aller sur le THMDC, d'accord, voilà, open bar, contrôleur de domaine, accès administratif sur toutes les machines, et plus personne ne peut m'empêcher de quoi? Mais de poutrer l'ensemble des machines. On a l'ensemble du réseau sous la main et ils ne peuvent plus rien faire. Tout est sous notre contrôle et on a appliqué 8 modèles de persistance au sein de l'Active Directory par divers biais. Donc voilà, on termine la série. C'était persistance avec les informations d'identification. On a vu ça. Après, on avait les tickets, les certificats, les seeds, l'historique des seeds, appartenance du groupe, liste de contrôle d'accès. Et là, je viens de vous faire les objets de stratégie de groupe. Donc, on va passer à la conclusion et je m'arrêterai là. Euh, donc voilà, c'est des techniques qu'il faut vraiment connaître. Il y a toujours plusieurs façons de persister dans l'Active Directory. Certaines de ces techniques permettent une meilleure persistance que d'autres et vous devez toujours utiliser plusieurs techniques de persistance au cas où il y en ait une qui soit détectée par l'équipe bleue et, qu'elle vous éjecte du système. Il faut tout le temps avoir un, je vous disais, plan A, plan B, plan C, plan D. Soyez créatifs, allez rechercher toutes les techniques qu'on a sur Internet, creusez, hein, là on vous montre les bases, et le but c'est toujours d'atteindre la compromission complète du domaine comme on vient de faire à chaque fois, en routant les machines et en ajoutant de la persistance sur chaque machine jusqu'à compromettre le contrôleur de domaine. D'accord? Typiquement, c'est les phases finales d'une attaque de red teaming.
D'accord? Donc déplacement latéral, escalade de privilèges, persistance. Il faut vraiment que ça devienne des tactiques, des techniques, des procédures et surtout que vous ayez la procédure en tête, hein. Donc je vous ai fait encore plein de vidéos, je reviendrai pas dessus parce que je vous ai déjà montré les skeleton keys, mais on a d'autres techniques supplémentaires. Donc elle n'est pas exhaustive, hein, mais elle est creusée. On a les clés squelettes, ce qu'on appelle les skeleton keys. En utilisant Mimikatz, on peut déployer une clé dite squelette. Squelette, bah, en fait, qui va imiter, hein, une clé, une master key, qui va nous permettre d'ouvrir toutes les portes, hein. C'est d'ailleurs en serrurerie, quand vous crochetez les portes, quand vous faites des clones de clés, vous utilisez des clés squelettes. C'est pour ça que, voilà, pour votre culture générale, hein, on n'a pas inventé ça. Mimikatz a créé un mot de passe par défaut qui fonctionnera pour n'importe quel compte de domaine. Les mots de passe normaux fonctionneront toujours, ce qui rend difficile de savoir que cette attaque a eu lieu. Ce mot de passe par défaut peut être utilisé pour emprunter l'identité de n'importe quel compte du domaine. Mot de passe Mimikatz. Ensuite, mode de restauration du service d'annuaire, ce qu'on appelle le DSRM. En anglais, on parle de Directory Service Restore Mode. Alors, les contrôleurs de domaine ont un compte administrateur interne qui s'appelle DSRM. Ce mot de passe est défini lorsque le serveur est promu en contrôleur de domaine et il est rarement modifié. Ce mot de passe est utilisé en cas d'urgence pour récupérer le contrôleur de domaine. Comme là, si jamais on a fait ce type d'attaque, vous avez bien compris que le contrôleur de domaine est poutré. Peut-être, hein, le seul recours, c'est ça que je verrais, ça serait utiliser ce mot de passe pour essayer de changer. D'accord? Le problème, c'est qu'un attaquant, pour couper l'herbe sous le pied d'une équipe bleue, va extraire ce mot de passe à l'aide de Mimikatz et l'utiliser pour obtenir soit un accès administratif persistant au contrôleur de domaine de l'environnement, soit carrément bloquer le compte ou le modifier. Hein, je sais pas si on peut le bloquer, mais on peut toujours modifier le mot de passe et bah, les équipes bleues, si elles n'ont pas le mot de passe, ne pourront pas se servir de cette dernière clé de secours, entre guillemets. Ensuite, on a les SSP. C'est le Security Support Provider, donc fournisseur de support de sécurité. Là, ça va être malveillant, hein. En exploitant l'interface SSP, il est possible d'ajouter de nombreux SSP. On a Mimilib de Mimikatz qui va permettre, en tant que SSP, d'enregistrer toutes les informations d'identification, les mots de passe et les tentatives d'authentification dans un fichier. Donc on va sniffer le réseau, hein, on va spécifier un emplacement réseau pour la journalisation, et Mimilib, qu'est-ce qu'il va faire? C'est notre agent, il est dans la place attaque de l'homme du milieu, il va envoyer tous les mots de passe de tous les utilisateurs qui s'authentifient une fois qu'on a compromis l'autre. D'accord? Donc là, à la volée, vous récupérez les mots de passe et vous usurpez à nouveau les identités. Ensuite, on a les comptes d'ordinateur, dit compte machine. C'est des mots de passe qui sont normalement modifiés toutes les 30 jours, n'oubliez pas ça. Cependant, on peut modifier le mot de passe d'un compte machine, ce qui arrêterait la rotation automatique, super intéressant. Et parallèlement à ça, on peut accorder au compte machine un accès administratif à d'autres machines. Donc, ça permet le pivot. Et je vous ai dit, tout le monde parle du golden ticket, finalement, le silver ticket est bien mieux. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont appelé le golden ticket, ils auraient dû appeler le silver golden et le golden silver. D'accord? Parce que même si tu as plus de droits avec le golden tout de suite, tu es beaucoup moins furtif. Et finalement, il vaut mieux un ticket d'argent bien utilisé que un ticket d'or et se faire griller, hein, quand vous faites vos attaques. Donc ça permettra d'utiliser le compte d'ordinateur pour pivoter comme un compte normal et le seul signe de persistance étant le fait que le compte dispose des droits d'administration sur d'autres autres, ce qui est souvent un comportement normal en même temps. Donc ça peut passer inaperçu. Donc c'est quoi cette attaque? C'est l'attaque Silver Ticket. D'accord? Puisque le Silver Ticket nous permet d'usurper un compte ordinateur et ensuite à nous de faire les modifications pour faire cette attaque de compte d'ordinateur contre machine. Computer 4. Donc voilà, on s'est concentré dans cette salle aux techniques de persistance dans l'Active Directory. Il y a plusieurs techniques de persistance locale qui peuvent permettre aussi la persistance sur les autres. Si ces autres sont joints à un domaine, ça permettra également la persistance au sein de l'Active Directory. Alors, comment on peut atténuer ça? Bah, c'est toujours la douleur, hein, puisque ça se fait dans la douleur.
puisque la persistance peut être profondément ancrée, hein, et il va falloir très souvent faire une reconstruction complète du domaine. Et si jamais c'est une petite entreprise, si elle est désorganisée, s'il y a beaucoup d'activités, si les équipes sont mal formées, eh ben ça peut coûter très très cher en temps, en personnel, en argent à reconstruire, hein. Les grosses boîtes ont des process, ont des clones, ont des ouais, des sortes, ils peuvent migrer, d'accord? Il y a des copies de contrôleurs de domaine, on fait des sauvegardes. Vous inquiétez pas, on n'est pas fou non plus, d'accord? Mais voilà, c'est compliqué, c'est chiant et euh, et voilà. Donc si vous mettez vraiment des bâtons dans les roues. Donc voilà, comment on peut détecter la persistance? Il faut regarder les événements d'ouverture de session de compte anormaux. C'est l'alerte la plus courante, hein, de persistance. Chaque fois que les informations d'identification rompent le modèle de hiérarchisation, cela peut être dû à la persistance. Ensuite, pour chacune des techniques qu'on a vues ensemble, il faut mettre en place des règles de détection spécifiques qui doivent être écrites, hein. Par exemple, le cas où le mot de passe d'un compte d'ordinateur change, quand les ACL sont mises à jour de manière permissive, les nouveaux objets de stratégie de groupe qui sont créés, etc., etc. Et la meilleure défense contre la persistance, eh ben, c'est de protéger les ressources qui sont privilégiées, hein. Bien que l'accès à faible privilège puisse être utilisé pour déployer la persistance, les techniques vraiment effrayantes, hein, ne deviennent disponibles qu'une fois qu'un attaquant a acquis un accès privilégié au domaine. Donc voilà, je m'arrêterai là. J'espère que vous avez appris les bases de l'Active Directory, hein, comment la pénétrer, faire son intrusion au sein de l'Active Directory, comment l'énumérer, comment effectuer l'exploitation, et là, comment s'enraciner grâce à la persistance. Il reste un dernier série de vidéos, ça sera le pivot, hein, qui est sorti plus tard. C'était en principe la troisième partie. On va faire ça dans le désordre, c'est pas grave, et on va voir comment on peut faire du pivot et du mouvement latéral au sein de l'Active Directory. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'Active Directory. Je vous ai dit, il va falloir déployer vos ailes, voler comme des grands, aller vers votre propre exploration de l'Active Directory, lisez des livres et pratiquez, hein. Installez un contrôleur de domaine sur votre ordinateur, faites des machines virtualisées, apprenez à installer un Windows Server et allez dans les consoles pour comprendre comment ça fonctionne. Lisez un livre et faites, pratiquez, d'accord? Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.